TPT+, la chaîne panafricaine des diasporas. C'est un réel plaisir d'être chez vous pour vous informer, mesdames et messieurs. Bienvenue et voici les titres du journal. En séjour à Oyo, le président de la République, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, a visité hier jeudi 22 août 2024 ses unités agro-pastorales. Le métier de pousse-pousse est devenu à la mode chez les jeunes à Brazzaville. Le travail assure l'indépendance, disent-ils à nos reporters de TPT+ Brazzaville. Au Sénégal, création d'une large coalition d'opposition appelée TACO. Voilà tout pour les titres, à présent les détails. Je l'ai dit dans les titres, le président de la République, son Excellence Denis Sassou Nguesso, en séjour à Oyo, a visité hier jeudi 22 août 2024 ses unités agro-pastorales en compagnie de son invité de marque, Olusegun Obasanjo, ancien président de la République du Nigeria. Suivez. Le séjour du président de la République, Denis Sassou Nguesso, à Oyo est marqué par la visite des unités agro-pastorales ce jeudi 22 août 2024 en compagnie de son hôte de marque, l'ancien dirigeant du Nigeria, Olusegun Obasanjo, ainsi que du Premier ministre Anatole Koliné Makosso. Cette descente a été entamée par la visite des installations de la laiterie de l'Alima située à Edou. Une unité de production de lait de vache et du fromage que le chef de l'État congolais a fait déguster à son frère du Nigeria, Olusegun Obasanjo, un grand fermier qui a fait fortune dans l'agriculture. Les deux personnalités dont l'agriculture et l'élevage sont une vocation au-delà de leurs responsabilités politiques et administratives, se sont rendus au ranch Kila à Opokania, où se pratique un élevage bovin de 1436 têtes sur une superficie de 1991 hectares. Ici, l'hôte nigérian a été au contact direct avec les réalisations pastorales du chef de l'État congolais, entre autres le croisement des races du genre Ndama et Nélor, dont l'objectif visé est la production d'une race tropicale améliorée et résistante à la mouchitsetse et au tigre. À ce jour, plus de 2350 bêtes sont issues des croisements de taureaux producteurs avec les vaches, dont une vedette issue de cette génétique et surnommée Edou a été présentée au général Obasanjo. De même que des chevaux montés par les éleveurs pour suivre le cheptel dans les prés de Kila ont émerveillé les visiteurs. Toujours au ranch Kila, un taureau de 7 ans a affolé la balance avec un poids de 849 kg au pesage. À Olenga, un autre ranch où se pratique l'élevage des autruches, Denis Sassou Nguesso et Olusegun Obasanjo ont visité la poussinière où se fait l'éclosion des œufs de cette volaille, dont la peau, la chair et d'autres parties constituent un véritable trésor sur le marché. Pour immortaliser cette visite, des œufs d'autruche ont été remis au président Olusegun Obasanjo. À l'abattoir Bombé de Mbobo, qui a constitué l'avant-dernière étape de la visite, le plan d'ensemble de l'usine et le schéma de production de la viande de bœuf et d'autres dérivés ont été montrés et expliqués par les techniciens du dit abattoir. Enfin, la zone agricole de Mbobo a marqué la fin de la visite des productions agro-pastorales du président de la République dans cette zone, notamment la vaste pépinière dont la verdure des jeunes pousses des palmiers à huile, le système d'arrosage mécanique des champs déjà labourés et l'échantillon du maïs récolté sur le site ont été très visibles. Quoi de mieux pour ces visites effectuées par deux personnalités qui font du retour à la terre leur cheval de bataille, comme le souligne le président Denis Sassou Nguesso, nous citons. L'agriculture est le moyen le plus sûr pour parvenir assez vite à une réelle diversification de l'économie, autant qu'à une meilleure structuration de la base de croissance économique nationale. Il y a quelques jours, le Premier ministre chef du gouvernement visitait les travaux de la route Bondi-Evo qui se déroulaient normalement. Au terme de cette visite de la route, Anatole Koliné Makosso s'est adressé à la presse. Suivez. Depuis 2022, le président de la République avait pris l'engagement d'achever les travaux de cette route
Et c'est ce que nous sommes en train de faire depuis que nous avons relancé les travaux de cette route. Vous avez constaté vous-même, à part quelques travaux d'accotement qui restent, on peut maintenant circuler librement jusqu'à Yevo. L'occasion pour moi de saluer les entreprises qui s'y sont engagées et qui ont simplement répondu à l'appel du gouvernement, alors même que nous n'avons pas encore mis à la disposition la totalité des ressources. Mais ces entreprises œuvrent à ce que ces ouvrages soient achevés. L'occasion aussi de saluer la délégation générale aux grands travaux et tous les techniciens du ministère en charge des infrastructures qui, nuit et jour, mobilisent toutes leurs énergies pour les conduire à leur terme. J'invite les populations à faire davantage confiance au président de la République, à faire davantage confiance au gouvernement, parce qu'il n'est pas dans l'intérêt du gouvernement de voir des ouvrages inachevés. Hier, on avait 2 départements qui n'étaient pas reliés au réseau électrique national. C'était les chefs-lieux de la Likwala, Ifondo, et le chef-lieu de la Cuvette Ouest, Evo. Après, le chef-lieu du Kwilu, Luango. Aujourd'hui, Luango est connecté au réseau électrique national. La Cuvette Ouest, notamment Evo, va l'être dans quelques mois. Nous pouvons nous réjouir de constater que sur 180 pylônes, on aurait de 116 qui sont installés. Vous avez vu que le poste de transformation est en train d'être construit. Comme l'engagement du président de la République était d'accélérer et d'achever tous ces travaux qui sont interrompus, nous sommes ici. Et en même temps que nous sommes en train de réfléchir aussi pour d'autres chantiers, je fais allusion à la route Kinkala-Mindoli-Ngambari. Nous y réfléchissons pour que là aussi, là où on s'était arrêté, que le gouvernement se remobilise et qu'on poursuive tous ces ouvrages. Le 23 août de chaque année, la communauté internationale manifeste un double souvenir relatif au rappel et à l'abolition de la traite négrière. Cette journée vise à inscrire ce commerce triangulaire dans la mémoire de tous les peuples du monde. Plus de détails dans ce récit de Redi Gloire Maswangi. C'est donc dans la nuit du 22 au 23 août 1991 qu'a commencé à Saint-Domingue, aujourd'hui Haïti et République dominicaine, l'insurrection qui devrait jouer un rôle déterminant dans l'abolition de la traite négrière transatlantique. Cette journée est donc l'occasion de montrer tant l'ampleur des séquelles de ce phénomène que la richesse des expressions culturelles que les personnes d'ascendance africaine ont portées, récréées, forgées et dans l'adversité par les arts visuels, la musique, la danse, que par la spiritualité, la pensée, l'action politique et les savoir-faire sur les terres où elles étaient conduites. Cette journée internationale du souvenir de la traite négrière et de son abolition vise à inscrire la tragédie de la traite dans la mémoire de tous les peuples. Conformément aux objectifs du projet interculturel La route de l'esclave, elle doit offrir l'occasion d'une réflexion commune sur les causes historiques, les modalités et les conséquences de cette tragédie, ainsi que d'une analyse des interactions qu'elle a générées entre l'Afrique, l'Europe, les Amériques et les Caraïbes. D'autant que, malgré quelques querelles d'école, nombreux sont des intellectuels africains qui sont unanimes sur le côté combien dévastateur de ce commerce triangulaire. D'où quelques déclarations du genre réparation ou reconnaissance morale et autres. Au Congo par exemple, la route des esclaves, toute proche des gorges de Diosso et du musée de Maluango, fut le lieu de rassemblement et d'embarquement des esclaves. Et est l'une des zones touristiques importantes et l'une des pistes parlantes pour les recherches historiques sur ce phénomène. Mais aussi, moins connu par les populations, même la date du 23 août leur rappelle quoi? D'où une sensibilisation s'avère nécessaire. La ministre de l'Environnement, du Développement durable et du Bassin du Congo, secrétaire exécutive de la Commission Climat et du Fonds Bleu pour le Bassin du Congo, Arlette Soudan Nono, envoyé spécial du président de la République, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, a été reçu par le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République du Cameroun. La ministre était porteuse d'un message du chef de l'État congolais à son homologue camerounais. Les détails dans ce reportage.
Palais de l'Unité, présidence de la République du Cameroun, la ministre de l'Environnement, du Développement durable du bassin du Congo, secrétaire exécutive de la Commission Climat et du Fonds bleu pour le bassin du Congo est reçue au nom du président Paul Biya par le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République du Cameroun, Ferdinand Ngongo, sur instruction du chef de l'État camerounais absent du territoire national. La ministre est porteuse d'un message du président congolais à son homologue camerounais. Les deux personnalités de l'Union africaine dont le Cameroun est membre. Nous sommes à la veille de la COP 9. Il a fallu que nous portions le même langage dans le cadre d'un développement durable inclusif. Comment financer une transition énergétique, comment financer notre Congo. Denis Sassou Nguesso serait porté sur ces questions de la gouvernance climatique et de la gouvernance environnementale. Les questions également d'introduire la Banque de développement des États d'Afrique centrale qui abrite le Fonds bleu pour le bassin du Congo. Ce fonds fiduciaire qui justement a l'avantage d'avoir en son sein des experts dans le cadre du mandat lie la Commission climat du bassin du Congo et la B2AC dans le cadre de la structuration, la préparation et la mise en maturité les projets intégrateurs, souverains ou intégrateurs, je dirais, donc des différents États. Et ici, il est question également que le président de la République du Cameroun puisse également avoir un regard attentif sur les 14 projets à ce stade soumis dans le cadre de ce plan d'investissement qui aujourd'hui porte en son sein de 254 projets chiffrés à 10 milliards de dollars et la République donc, du Cameroun, au travers donc, de son État, devra donc pouvoir identifier 4 ou 5 projets qui permettront à la banque, même s'ils ne sont pas en maturité l'avantage, donc je vous disais, de la BDAC, cette banque de développement qui est la banque de la Commission climat du bassin du Congo en tant que président Denis Sassou Nguesso a dit toute sa gratitude pour l'accueil chaleureux réservé par les autorités camerounaises. Dans les prochains mois, une délégation composée des représentants des collectivités locales va séjourner en Allemagne. L'ambassadeur d'Allemagne en poste au Congo, qui vient de discuter de ce rendez-vous avec le ministre Juste Désiré Mundélé, a salué le bon niveau des préparatifs. Suivez. La coopération décentralisée entre la République fédérale d'Allemagne et la République du Congo se renforce et progresse. Le ministre délégué chargé de la décentralisation et du développement local, Juste Désiré Mundélé, et l'ambassadeur d'Allemagne au Congo, Wolfgang Klapper, ont examiné les relations bilatérales qui existent entre les deux pays. Le Congo est en pleine période de mise en place du processus de décentralisation et du développement local, pourrait bénéficier de l'expérience de l'Allemagne, ainsi que le président du conseil départemental municipal de la Likwala, le maire de Wesso et la présidente du conseil communal de Kinkala seront en Allemagne pour étudier l'expertise allemande en matière de gestion des déchets, organisation des communes, de la gestion des finances, la gestion des chambres de commerce et sur la production de l'électricité à partir de la biomasse. C'est également prévu d'aborder le sujet de la gestion des déchets et de l'économie circulaire, qui est très développée en Allemagne, où on génère 60% de notre électricité sur la base des énergies renouvelables. Le ministre délégué et le développement local entre l'Allemagne et le Congo, qui pourrait avoir lieu au Congo-Brazzaville dans les prochains jours. Autre fait de l'actualité, la variole du singe ou Mpox a suscité une attention mondiale s'il vous plaît, ces dernières années, notamment en raison de son émergence en dehors de ces zones endémiques habituelles en Afrique centrale et occidentale. Cette maladie infectieuse causée par un virus de la famille de poxvirus a fait l'objet de nombreuses études et a généré de nombreuses questions. Un récit de Michel Opakolé et Régis Moss.
Anciennement appelée monkeypox, variole du singe en français, la mépox est une maladie causée par le virus de la variole simienne, se propageant par des contacts étroits entre individus ou avec des animaux infectés. La mépox est endémique en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest depuis les années 1970. Cependant, elle a connu une propagation rapide dans le monde entre 2022 et 2023 avec des dizaines de milliers de cas liés à la variante ouest-africaine. Les premiers symptômes de cette maladie sont la fièvre, les lésions, les douleurs musculaires, la fatigue et une éruption cutanée étendue apparaissant sur le corps qui engendre les macules, les papules et les pustules. À cela, depuis quelques mois, la montée fulgurante de l'épidémie de la mépox en RDC est particulièrement inquiétante, d'autant que son mode de transmission a changé en raison d'une mutation génétique identifiée au sud Kivu. Auparavant, dans cette région d'Afrique, les épidémies de variole étaient principalement liées à une transmission zoonotique. Aujourd'hui, la maladie se transmet d'une personne à une autre de manière soutenue sans qu'aucun animal ne soit impliqué. Cependant, bien que la République du Congo ne soit pas atteinte par cette pandémie, une large sensibilisation du ministère de la Santé concernant cette maladie à la population congolaise serait primordiale pour sauver les vies car la République démocratique du Congo est l'épicentre de la flambée épidémique de la variole du singe qui a gagné plusieurs pays voisins tels que le Burundi, l'Ouganda, le Rwanda et le Kenya. Rappelons que la mépox est une maladie provoquée par l'octopoxvirus simien et ses conséquences peuvent être mortelles. La culture du résultat dans une administration tient principalement à des orientations favorisant l'atteinte des objectifs et des résultats mesurables, à l'instar de quelques pays connus pour leur approche rigoureuse en matière de performance publique. Au Congo, cette approche est et semble être inconnue des administrations et institutions. Pourtant, le rapport du PNUD de 2020 sur l'impact Covid-19 met un point d'orgue sur cette problématique. Prince Charlie Tikaya, note de reportage. En effet, l'absence de culture du résultat dans une administration a des effets préjudiciables sans objectif clair et misérable. Les employés peuvent être incertains de ce qui est attendu d'eux. Cette ambiguïté peut mener à un manque de direction et une diminution de l'efficacité globale. L'absence d'une orientation vers les résultats peut entraîner une mauvaise gestion des ressources car il n'y a pas de critères précis pour évaluer si les ressources sont utilisées de manière optimale. Cela peut également conduire à des processus inefficaces ou obsolètes qui ne contribuent pas aux objectifs de l'administration. Aussi, sans culture du résultat, il peut y avoir une absence de responsabilité individuelle ou collective, ce qui peut entraîner des problèmes tels que le manque de suivi des tâches, le retard dans l'accomplissement des projets ou une gestion laxiste des performances. Il faut dire que les administrations qui ne mettent pas un point d'honneur sur les résultats peuvent avoir du mal à identifier les domaines nécessitant des améliorations. Sans pression pour atteindre de résultats fixés, il peut y avoir moins de motivation pour innover ou pour rechercher des solutions nouvelles et plus efficaces aux problèmes existants. C'est donc autant de choses qui finissent par affecter la réputation et la crédibilité de l'administration congolaise. Pour surmonter ces problèmes, il est donc nécessaire d'instaurer une culture du résultat qui fixe des objectifs clairs, évalue régulièrement les performances et encourage une responsabilisation accrue des agents publics. Le travail assure l'indépendance. C'est dans ce contexte que les jeunes de la capitale politique Brazzaville se sont lancés dans le métier de pousse-pousse, une manière de se prendre en charge et créer un emploi afin d'être indépendant financièrement. C'est un reportage signé de Joël V. Serac et Béni Bikuta sous la coordination de Michel Opakwele. Sous-métier, comme le dit en adage. Au XXIe siècle, force est de constater que beaucoup de jeunes Congolais dont l'âge varie entre 14 ans et plus se lancent actuellement au métier de pousse-pousse, couramment appelé Koro-Koro dans les marchés de Brazzaville. L'ampleur de ce métier laisse à désirer, tel est le cas du marché Total, où l'on peut voir des exerçants de ce métier noble. L'un des exerçants rencontrés nous fait part de comment s'est fait ce choix, tout en expliquant son quotidien.
J'ai fait les études, ça n'a pas marché. Je suis orphelin. Vu qu'il n'y a pas de métier, j'ai opté faire le pousse-pousse. Au début, c'était bénéfique, mais actuellement, ce n'est plus rentable. Bien que ce métier leur permet à subvenir à leurs besoins, ces derniers rencontrent aussi de nombreux défis dans l'exercice de ce gagne-pain. 15 000. Je loue une maison à 15 000 francs, mais parfois je gagne que 3 000 francs. Le transport pour Mpila me coûte 1 500. Je me retrouve qu'avec 300 francs. Je ne peux pas faire le banditisme ou le vol. Je paye les tickets. Parfois, les mamans qui me sollicitent en sont à 1000 francs, mais arrivé à destination, elles réduisent le prix. Il n'y a pas de métier, je me contente de ce que je gagne. De zéro en héros, le métier de pousseur est un métier noble pouvant aussi aboutir à une création d'auto-emploi. Aux jeunes, le fait d'exercer ce métier ne signifie pas être pauvre ou n'ayant pas de diplôme. Opération coup de poing, initiée conjointement par la police et la gendarmerie nationale pour sécuriser la ville de Brazzaville, se poursuit normalement. Le mercredi dernier, des dizaines de présumés bandits ont été interpellés, des kilos de cannabis et autres drogues ont été saisis. Suivez. Au quartier La Frontière, les policiers et gendarmes serrent la vis aux malfaiteurs. Des patrouilles menées sous la supervision des colonels-majors Judas Olangué, commandant de la région de gendarmerie de Brazzaville, et Louis Lando, marque d'appartenance à un gang. Tous sont soupçonnés d'être impliqués dans les homicides et le trafic des stupéfiants. En témoigne de ces kilos de cannabis, ces produits psychotropes saisis. On m'a vu avec une infraction d'une chambre. Oui, je m'en trouve avec une chambre. De Péka à Ngambio en passant par la capitale. Le bilan s'élève donc à 82 personnes interpellées, parmi lesquelles 2 femmes, 2 boissons frélatées en grande quantité, des produits pharmaceutiques prohibés également, et en fait chanvre indien. C'est toujours la zone de lancer un message aux parents pour attirer la éducation. Maintenant, au niveau des jeunes, il faut leur rappeler que la majorité, il y a certes quelques mineurs, mais il y a beaucoup qui sont des adultes, donc qui sont responsables de leurs actes. Depuis le début de l'opération Point, des centaines de jeunes confiés avec la loi ont été arrêtés. Déterminés à endiguer l'insécurité grandie à Brazzaville, une importante quantité de produits psychotropes. Ces substances dangereuses ont été carbonisées. C'est un constat à la fois triste et désolant. Les auteurs de braquages, vandalisme et autres actes répréhensibles sont de plus en plus jeunes. À en croire que la jeunesse congolaise est possédée par des entités spirituelles. Une nouvelle méthode d'associer la confession religieuse à ce phénomène serait une solution. C'est ce que nous propose Prince Charlie Tikaya. Il ne passe plus un jour ou une semaine sans qu'un drame ne soit révélé, enregistré ou déclaré. L'insécurité grandissante doublée de la violence dans les quartiers populaires sont des maux qui minent notre société face à ce phénomène qui ravage la jeunesse puisque le chef de l'État leur avait dédié cette année 2024. Quelques initiatives ont été prises, parmi elles l'organisation par des mécènes de 2 grands concerts à Pointe-Noire et à Brazzaville qui s'étaient finalement transformés en actes de vandalisme. Il ne serait-il pas temps et mieux d'associer les confessions religieuses à cette situation, notamment en organisant des concerts religieux avec des artistes jeunes pour mieux communiquer avec cette jeunesse? Une panoplie d'artistes religieux que regorge notre pays peuvent être utiles et peut-être une solution à ce phénomène. Le cas de l'artiste Claude-Éric Miré qui plaide pour cette jeunesse en pleine tourmente. Certainement, élévation viendra comme pour élever ces jeunes en prière et en les conscientisant, puisque l'objectif principal demeure celui de créer un environnement où les jeunes se sentiront soutenus spirituellement, éduqués et valorisés. À l'étranger, le Sénégal vient de voir la création d'une nouvelle coalition appelée Bloc des libéraux et démocrates Taku s'unir en Olof, composé de 40 partis, dont celui de l'ex-président Macky Sall,
Ce bloc a été lancé alors que les rumeurs prédisant une dissolution de l'Assemblée nationale prennent de l'ampleur. Le vice-ministre chinois des Affaires étrangères a déclaré ce vendredi qu'il est désormais le bon moment pour approfondir la coopération entre la Chine et l'Afrique avant le prochain sommet Chine-Afrique qui se tiendra à Pékin le mois prochain. Enfin, l'actuelle vice-présidente américaine Kamala Harris a formellement accepté l'investiture des démocrates lors de la clôture de la convention des partis à Chicago. Elle devient désormais la candidate démocrate officielle pour l'élection présidentielle du 5 novembre aux États-Unis, désignée pour affronter l'ancien président Donald Trump dans la course. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin notre journal. Merci d'avoir choisi TPT+, la chaîne du moment. Surtout, n'oubliez pas une info sans TPT+. Au revoir.